Parce que l'événementiel, alors, pour ceux qui connaissent, on dit souvent vraiment qu'il ne faut pas compter ses heures et c'est la vérité. Hein. Et moi, ça m'effrayait quand j'étais à la fac, quand on me disait qu'il ne faut pas compter ses heures. Mais on le fait aussi parce que ça nous permet d'avoir des tâches variées, ça nous permet d'avoir des projets excitants. Aujourd'hui, on ne nous aide pas vraiment au lycée à savoir qui on est, à savoir qu'est-ce qui nous inspire, savoir où on est bon, où on est moins bon aussi. Et moi, clairement, ça s'est passé comme tel, conseiller d'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes, le sport? Bon, ben vas-y, il faut que tu ailles en STAPS. On s'est tous retrouvés confinés chez soi, à réfléchir un petit peu à c'est quoi un peu le sens de notre vie à chacun. Et là, voilà, je m'y retrouvais pas. Je partage les aventures de Jojo sur moi et mon baluchon si vous voulez me follow. Mon rêve, en gros, là, ça serait de pouvoir acheter un camping. L'objectif, c'est de toujours faire 1% de plus que la veille. Et 1% de plus, on est tous capables de le faire. Hello Jojo. Hello Rémi. Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast avec moi aujourd'hui. On ne sait pas quel épisode ça sera, quel numéro ça sera. Mais je t'enregistre aujourd'hui au Guatemala, face à la mer, à El Paredón. On est bien. Jojo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Antigua, plus précisément sur le Fuego. On a fait une rando ensemble qui a duré un peu de temps, 2 jours, 1 nuit. Yes. On est redescendu, on s'est suivi à El Paredón et là on est sur la plage et on va enregistrer ce podcast ensemble. Jojo, je te la fais rapide. Le pourquoi du podcast, c'est d'aider les gens qui se questionnent sur qui ils sont, le métier qu'ils exercent, à trouver leur voie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est 3 parties. La première, c'est sur ta situation au présent, le métier que tu exerces, le pourquoi de ce métier, qu'est-ce qu'il est au day-to-day, les activités que tu réalises. Et je vais aussi un peu te pousser à dire les questions que tu te poses, les challenges, que les gens aient vraiment une vue globale de c'est quoi ce métier que tu as aujourd'hui. Deuxième partie, ça va être ton parcours. Hyper intéressant. Souvent, on passe par une première partie un peu théorique, formelle. Deuxième partie, c'est vraiment toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, les moments un peu pivots de ta vie. Et troisième partie, encore moins formelle. On est vraiment sur le futur, la projection. Je vais pas te demander de réfléchir à ta vie dans 150 ans, ni même dans 20 ou dans 10, mais plutôt dans 2 ans, tu vois. Dans 6 mois, 2 ans, selon ta temporalité. Qu'est-ce que toi, Jojo, tu dois faire? Voilà. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien, Rémi. Putain, c'est le feu. Appelle-moi Rémi encore comme ça, Rémi. Rémi. On a Let's go. Mon surnom sur ce podcast est El Churro. El Churro. Exactamente. Exact. Écoute Rémi, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Honnêtement, ça me fait plaisir parce que le format podcast, c'est quelque chose qui me plaît. J'essaie de réfléchir aussi à un projet que je partagerai plus tard là dans cet épisode. Mais je trouve canon votre projet avec Gabou, si je me trompe pas. Et voilà, je suis très content aussi de pouvoir, vous les auditeurs de Castor, pouvoir vous partager mon expérience, en sachant que voilà, je suis plutôt dans des questionnements aujourd'hui, donc je vous parlerai de mon métier et je vous parlerai aussi peut-être plus d'un rêve plutôt qu'une orientation aujourd'hui, parce que pour moi l'avenir est un peu flou encore, mais les questions se posent en tout cas, et je pense que c'est la bonne démarche à avoir. Pour faire court sur qui je suis aujourd'hui, donc Johan, 30 ans, vous devez un peu l'entendre à l'accent, je suis du Sud, donc je suis toulousain. Je travaille dans une agence événementielle sur Toulouse qui s'appelle EVMT. Ça fait 2 ans que je travaille là-bas. Avant, j'avais coupé, j'avais fait un voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est, j'avais pris mon petit sac à dos, mon courage à 2 mains. Je voyais tous ces voyageurs avoir le courage de vivre ce rêve-là. Moi, j'étais un peu effrayé avant de partir en voyage et voilà, je l'ai fait. Et j'en profite pour faire une petite aparté. Si toi aussi, tu écoutes ce podcast et tu as envie de partir en voyage, je peux que faire t'encourager à y aller. Et avant, je travaillais dans une agence événementielle également qui s'appelle Halloween Agency, à Toulouse également, où je suis resté 3 ans. Ok, je pense qu'on aura l'occasion de creuser dans la partie 2 ton parcours, tes expériences passées et là où elles t'ont amené aujourd'hui. Si on revient sur ta position actuelle, est-ce que tu peux nous exprimer l'intitulé de ton poste? Ouais, alors mon poste c'est chef de projet événementiel. Ok. En sachant que c'est des intitulés en fait qui aussi dépendent des agences, des entreprises, mais en gros c'est manager de projet.
au Ok. pire. Ok. C'est quoi un projet? Comment tu définis un projet dans une agence comme la tienne? Un projet, c'est hyper large en événementiel parce qu'il y a différents formats. Peut-être que ceux qui nous écoutent en connaissent quelques-uns. Il y a tout ce qui est séminaire d'entreprise, séminaire corporate, plénière, soirée d'entreprise, j'en passe, team building, etc. Ça, on va parler de format un peu plus conventionnel. Moi, le format sur lequel je travaille, c'est un format de tournée événementielle. Et si je devais faire une analogie là-dessus, c'est prenez l'artiste que vous aimez le plus, que ce soit en chanson, en comédien, etc. Souvent, les artistes, les chanteurs partent en tournée. Et toutes ces tournées-là sont organisées, sont managées généralement par le producteur ou en tout cas le régisseur général de l'artiste. Donc, ça veut dire que cette personne va gérer l'hôtel, le transport, booker les équipes techniques pour que y ait la sono, la lumière sur les festivals, etc. Et ben moi, finalement, mon job, c'est d'être producteur de tournée, mais pas pour un artiste. En l'occurrence, moi, dans mon agence actuelle, c'est pour des marques d'alcool et notamment pour l'un des plus grands groupes au monde d'alcooliers qui est Pernod Ricard France. Pour ceux qui ne savent pas qui est Pernod Ricard France, c'est le groupe qui vend et qui commercialise des marques comme Jameson, Ricard, Havana Club et j'en passe. Excellent. C'est hyper clair et je pense que ça permet aux gens de comprendre exactement où tu travailles, quel est ton métier. L'analogie était bonne. Est-ce que si tu prends un des projets sur lesquels tu as bossé, on décortique ensemble, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous l'avez fait? Ok. Écoute, je vais parler du premier projet que j'ai vraiment managé dans l'agence EVMT parce que quand je suis arrivé, les tournées avaient déjà été vendues, donc ça veut dire qu'elles étaient OK pour le client, il n'y avait plus qu'à les exécuter. Du coup, c'est pour la marque Havana Club, projet qui n'était pas évident. Et en fait, pour vous expliquer rapidement comment ça se passe au niveau d'une agence événementielle, c'est un client, donc là en l'occurrence Pernod Ricard France et Havana Club, qui ont besoin de promouvoir leur marque auprès de leur cible. Alors généralement sur les marques d'alcool, on va pas se mentir, c'est 18-25 ans parce que c'est ceux qui sont le plus consommateurs d'animation, d'images de marque, de produits. Et c'est là où on fait plus la fête, hein, voilà, on le sait tous. Même si avec Rémi, on a continué à faire la fête un petit peu au Guatemala. Blague à part, du coup, le client va interroger plusieurs agences. C'est un peu comme un appel d'offres. Mais ils vont faire appel généralement à 2-3 agences et ils vont nous donner un cahier des charges, ce qu'on appelle un brief client. Le brief client, il se compose de quels sont les objectifs de la marque pour cette année-là, le nombre de dates qu'ils veulent faire sur une tournée. Donc en fait, quand on parle de dates, c'est le nombre d'animations généralement qu'ils veulent faire à l'année et qui nous précisent également le budget qu'ils ont. Après, ils peuvent nous préciser la direction dans laquelle ils veulent aller au niveau de l'animation. Je dis une bêtise, par exemple, nous, on a besoin d'avoir des comédiens parce qu'on trouve ça hyper fun d'avoir des comédiens, que ça permet de créer du lien avec le consommateur et d'avoir un super storytelling qui est hyper bien romancé et appuyé. Donc là, on se fait interroger du coup par Pernod Ricard France. On est 2 ou 3 agences. Et ensuite, c'est la partie que je préfère dans mon métier, c'est la partie créative. L'objectif, c'est de séduire le client. Lui dire, voilà, ton animation, il va se passer ça, on va produire ça. On fait appel à notre graphiste aussi pour permettre au client de se projeter. Par exemple, voilà, on doit produire un bar Havana Club pour notre animation. Et on va faire ce qu'on appelle des mock-ups, c'est des assemblages d'images. Ou des refs, c'est des dessins qui sont faits par notre graphiste en l'occurrence. Ça permet vraiment au client de se projeter. Tu parles d'une graphiste, t'es chef de projet, je comprends que tu as une équipe autour de toi. Ouais. Dans une agence, quand un client te confie un projet, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais, alors pareil, ça aussi, ça dépend des agences dans lesquelles tu travailles, Rémi. Mais en tout cas, chez EVMT, c'est ce que j'aime aussi dans le taf actuel que j'ai, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. Il va y avoir le chef de projet, donc moi en l'occurrence, et à Sarah, big up à elle, où en fait on travaille en collaboration. Donc les chefs de projet vont vraiment être sur la conception, la créativité, la construction du budget, la séduction auprès du client. Charline, du coup, big up à elle aussi, sur la partie graphique, n'est pas sur le départ, l'idée, etc. Par contre, une fois qu'on a besoin de construire notre recommandation, c'est tout simplement un PowerPoint
où on explique étape par étape quel va être le projet, qu'est-ce qui va se passer sur l'animation. Charline, elle, vient renforcer un petit peu nos idées avec des visuels. Donc nous, on la brief, on lui explique quelles sont nos idées, dans quelle direction on souhaite aller. Des fois, on est un peu perdu sur la partie graphique, nous aussi, chef de projet, parce que c'est pas notre cœur de métier, même si on a des idées. Et du coup, Charline, elle, finalement, met nos idées en lumière à travers des dessins, à travers des créas numériques. Et pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est une créa, c'est par exemple les personnes qui vont faire les affiches en boîte de nuit. Bon, ça n'existe plus, les affiches un peu has-been, mais j'ai 30 ans. Mais voilà, c'est toutes ces personnes-là. On va avoir notre comptable aussi qui va nous aider à facturer aux clients, être sûr qu'on est payé dans les temps pour pouvoir aussi payer nos équipes sur le terrain. Elle va manager financièrement le projet avec notre soutien. Et ensuite, dernière étape d'équipe, c'est finalement nos équipes terrain. C'est ceux qu'on va recruter. Et en l'occurrence, vraiment, ceux qui sont le plus importants, en tout cas à mes yeux, et que j'essaie de valoriser un maximum et de fidéliser un maximum, sont les régisseurs. Les régisseurs, on a l'habitude chez VMT de dire que c'est les nounous en fait de l'équipe. C'est ceux qui vont être finalement nos bras, nos jambes et nos yeux sur le terrain, qui vont faire en sorte que l'animation, on l'avait pensée comme ça et qu'elle se passe vraiment comme on l'avait imaginé au niveau des clients. Quand on parle de clients, c'est des patrons de bars et de boîtes de nuit ou des festivals, puisqu'on est sur le milieu de l'alcool. C'est ceux qui revendent finalement tous les produits Pernod Ricard et notamment Havana Club dans leur établissement. Ils vont faire du lien aussi avec ces gens-là parce que, bon, vous vous doutez, en bar, on a vraiment tout type de profil, de personnalité au niveau des patrons d'établissement. On a des personnes qui ont 40 ans de bouteille. Désolé un peu, je suis un peu cru, mais qui s'en foutent de notre animation. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre un maximum de cocktails et profiter de l'animation gratuitement. Et on a des personnes qui sont beaucoup plus à fond avec nous et qui voient l'opportunité d'avoir une animation comme ça pour booster l'ambiance et la proposition qu'ils font à leurs consommateurs. Les consommateurs, c'est nous, ceux qui achetons de l'alcool et qui achetons des verres ou des bouteilles, soit en boîte de nuit, festival ou bar. Donc voilà globalement mes équipes-là. Et tout cet écosystème fait qu'on arrive ensemble à créer un projet qui tient la route, qui est répété. En fonction des projets, ça peut aller de 50 dates par an à 90, moi même, ça m'est déjà arrivé de faire des tournées comme pour la marque Captain Morgan à 110 dates à l'année. Et ça nous permet de réussir comment expliquer, à absorber cette charge de travail, non pas tout seul, mais en équipe. Excellent. Est-ce que en 3 mots, 3 adjectifs, tu es capable de définir les qualités que doit avoir un bon chef de projet? Ah, c'est une bonne question. La première, dans tous les cas, c'est la flexibilité. Sur de l'événementiel, on prévoit tout en amont, mais il faut savoir qu'il y aura toujours des problèmes, soit parce qu'un prestataire, un hôtel, nous a pas donné toutes les infos ou travaille pas correctement. Ça arrive et de plus en plus, moi je trouve depuis le Covid, depuis que l'activité a repris. Ensuite, je dirais, alors je saurais pas exactement le mot, mais c'est la charge de travail, cette capacité à être bosseur, à être persévérant, à être volontaire. Parce que l'événementiel, alors, pour ceux qui connaissent, on dit souvent vraiment qu'il faut pas compter ses heures et c'est la vérité. Et moi, ça m'effrayait quand j'étais à la fac, on me disait il faut pas compter ses heures. Mais on le fait aussi parce que ça nous permet d'avoir des tâches variées, ça nous permet d'avoir des projets excitants. Donc ça, je dirais que c'est la deuxième qualité. Et ensuite, si tu me permets, Rémi, j'en donnerai 2 autres. La troisième, c'est la créativité parce qu'on est dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Il y a énormément d'agences. Il faut réussir à se démarquer, à bien communiquer autour de notre agence, aussi des projets qu'on réalise parce que ça nous permet de faire du repeat sur les projets. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, nous, à Havana Club, ça fait 3 ans qu'ils nous font confiance et merci à eux. Et ça nous permet aussi de séduire peut-être d'autres marques qui auront vu sur les réseaux sociaux ou sur une animation la marque Havana Club et qui se diront quelle est l'agence qui les a aidés à arriver à ce résultat et d'avoir de nouveaux clients. Donc créativité et moi je suis resté sur 3. Ah, c'est beau. Flexibilité, charge de travail et créativité. Ouais. C'est les 3 mots que tu donnes pour décrire les qualités que doit avoir de bons chefs de projet. Excellent. Et tu te permets ce que tu veux sur ce podcast. On est très à l'aise. Les questions doivent surtout t'amener à parler de ton métier et permettre aux gens de se projeter s'ils veulent l'exercer aussi de leur côté. Bien sûr.
On a parlé de qualité, de contenu. On a parlé d'un de tes projets. On va parler maintenant plutôt des contraintes. Des choses qui font que ce métier a aussi sa part de négatif. Je sais pas si c'est négatif à un moment ou des choses qui vont être un peu plus dures. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. On est sur une plage au Guatemala. Ben oui. Que sont les mots? Les mots, c'est juste des idées. Donc oui, il y a forcément, alors je peux dire du désagréable dans ce métier-là. Alors il y a plein de super points, mais c'est vrai que moi aujourd'hui, le désagréable prend un peu plus le dessus dans ma façon de vivre cette expérience professionnelle, pardon. Et du coup, le négatif, le premier en tout cas, sur le poste de chef de projet en événementiel, c'est qu'on est au milieu de tous les feux. On a à la fois les prestataires qu'on interroge pour qu'ils nous produisent des bars, de la technique, franchement de tout, ouais, c'est vraiment de tout, et qui sont parfois pas à la hauteur. On a de l'autre côté, on a notre patron, hein, il faut qu'on puisse aussi donner des comptes, même si c'est pas comme ça que je le ressens aujourd'hui avec le patron ici à l'agence. Mais oui, on a quand même notre patron. Ensuite, on a les clients. Je dirais que les clients, c'est le plus difficile. Même si aujourd'hui, moi, j'ai un client qui est franchement plutôt chouette. La plupart du temps, c'est quand même assez compliqué parce que c'est des clients exigeants. C'est des clients qui mettent beaucoup d'argent sur la table, mais qui ne se rendent pas compte forcément de la valeur des choses, notamment encore plus aujourd'hui avec l'inflation. L'inflation fait augmenter tous les prix, que ce soit sur les chambres, la nourriture, les prix des matières premières pour nos prestataires. Et pourtant, l'inflation ne suit pas sur les budgets des clients. Voilà, c'est le petit clin d'œil. Et ensuite, on a nos équipes terrain qui forcément se plaignent aussi parce que sur un format tourné, je peux pas leur enlever, c'est beaucoup de travail. On fait beaucoup de routes. On change de ville d'un jour à un autre souvent. Les conditions de travail ne sont pas toujours idéales. On a des patrons qui les reçoivent comme des princes ou des reines, mais qui aussi peuvent être très froids et voilà, pas bien accueillir nos équipes. Et voilà, nos équipes vont avoir tendance à râler aussi, à vouloir être augmentées, à gagner plus en confort finalement sur la tournée. Donc ça, c'est compliqué. Après, l'autre point qui est compliqué, c'est tout ce qui est pression temporelle. Moi, c'est vraiment un truc, la pression temporelle qui commence à prendre trop de place en fait dans cette partie négative de contraintes. Parce que généralement, il faut au minimum 3-4 semaines pour monter un début de projet. Donc, c'est-à-dire le concevoir, l'écrire et le présenter et en même temps le budgéter. Et maintenant, on a des clients en fait qui veulent tout de suite en un claquement de doigts. Il faut limite que ce soit fait pour hier. On a à peine 2 semaines des fois. Le troisième point négatif, c'est la reconnaissance des clients, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un projet contre 1 ou 2 ou 3 agences et malgré qu'on y passe des heures, le client va pas nous retenir, va retenir une autre agence, mais nous on aura gagné 0 €. Donc ça c'est du temps passé aussi pour mon boss qui nous paye pour qu'on puisse créer des projets comme ça, mais c'est aussi pour nous, nous on a besoin aussi que de dire ok, cette fois-ci vous avez pas gagné, vous avez bien joué, mais par contre, pour le temps passé, on vous donne 1000, 1500, 2000 €, c'est ce qu'on appelle un dédit. Certaines marques le font, comme Ricard, d'autres non. Donc voilà, et souvent, le dernier défaut, je dirais, c'est que on a une pression temporelle qui est faite sur un temps très court. C'est-à-dire que moi, mes tournées, par exemple, c'est souvent l'été, donc elles débutent fin mai, début juin, et se terminent en août. Donc là, c'est une période très dense où je suis appelé le soir, je suis appelé les week-ends. Donc forcément, moi, j'ai eu énormément de mal en rentrant de voyage où j'avais ce besoin de liberté que j'avais goûté. J'avais énormément de mal aussi à pas comprendre pourquoi j'arrivais pas à compartimenter à la fois ma vie pro et perso, mais c'est toujours difficile. On t'appelle le week-end, tu vois. Je pense Rémi, t'es un peu pareil que moi. On t'appelle le week-end, on dit qu'il y a un problème et qu'ils essaient de trouver une solution. Moi, tant qu'ils me rappellent pas mon équipe, je suis pendant 1 heure, 2 heures, je suis plus dans mon week-end, quoi. Je suis de retour au travail. Et ça, honnêtement, ça commence à être compliqué. Et voilà, le salaire dans l'événementiel ne suit pas forcément. D'une part, parce que les clients sont pas prêts on en reparlera ça après, mais
sont pas prêts à payer la réalité du temps passé. Donc voilà, ça fait que les salaires sont plus bas, énormément d'heures supplémentaires et les salaires honnêtement sont pas à la hauteur aujourd'hui dans l'événementiel de tout le travail et la pression qui est absorbée par les chefs de projet. Pour donner un petit chiffre quand même qui m'a interpellé là en 2023, il y a une étude qui est, je sais plus quelle est la source, mais peut-être que tu le verras, Rémi, en réécoutant le podcast. Il y a une étude qui classait les 10 ou 15 métiers les plus stressants en France. Et l'événementiel était, je crois, 4 ou 5e. Ils étaient devant les chirurgiens. Donc, et pourtant, le sens n'est pas le même. Ça te va? À part si tu veux ajouter un dernier truc, si ça te va, on passe à la partie 2 de ton parcours. Ouais, vas-y, parti. Feu, faut que j'arrête de dire feu. Partie 2, c'est sur ton parcours, donc c'est sur ce que tu as pu réaliser dans ta vie et qui t'a amené jusqu'ici. Ouais. Ce que je te disais, c'est de focus sur 2-3 moments pivots, en partant peut-être d'un moment peut-être scolaire, propre à ton collège, lycée avant, ensuite dans le monde professionnel, peut-être avec le voyage qui t'est descrivé un peu plus tôt, et qu'on essaie de décortiquer un peu ce moment-là. Là, c'est drôle tu m'en avais parlé il y a 2 jours de ça. Qu'est-ce qui avait fait basculer mon avenir pro dans l'événementiel? Donc, je vais essayer de te donner des éléments de réponse que j'ai identifiés là sur les 2 derniers jours. Le premier, c'est moi, j'ai toujours été ultra sociable dans des clubs de foot. Le bénévolat, ça me plaisait, même si je le faisais pas vraiment, mais j'étais tout le temps en train de filer un coup de main au club de foot, etc. Tout vraiment a commencé à la fac. Parce que on va pas se mentir, aujourd'hui, on nous aide pas vraiment au lycée à savoir qui on est, à savoir qu'est-ce qui nous inspire, savoir où on est bon, où on est moins bon aussi, pour pouvoir correctement nous orienter. Et moi, clairement, ça s'est passé comme tel, conseiller d'orientation. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimes, le sport? Bon, ben vas-y, il faut que tu ailles en STAPS. Le conseil d'orientation, c'est un conseil d'orientation rattaché à ton lycée. Je me souviens l'avoir... alors, je sais que cette personne était au lycée, mais moi, je l'avais rencontré en dehors du lycée. D'accord. Je crois que c'était ma mère qui avait voulu essayer de m'amener là-bas et de m'amener des éléments de réponse, et je l'en remercie. Hein. Mais après, voilà, la réponse du conseiller d'orientation, elle n'était pas folle non plus, quoi. T'aimes le sport, tu vas faire du sport. Bon, ok. Est-ce que tu peux dire ce que c'est STAPS? Ouais, STAPS, c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle autrement. Je crois que ça s'appelle F2SEMH, mais je serais incapable de te dire les signes, Rémi. Mais en gros, c'est tous les métiers qui vont être autour du sport. Donc, ça vous forme au métier autour du sport. Moi, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui parce que j'ai quitté STAPS il y a 10 ans maintenant, déjà. Le temps passe vite. Et en fait, il y avait 4 filières à l'époque. Il y avait, première année, c'était un tronc commun. Donc, il y avait des matières plus sciences humaines, donc psychologie autour du sport, droit du sport, histoire du sport. On avait des matières beaucoup plus scientifiques qui étaient anatomie, biologie humaine, etc. Et là, globalement, il fallait au moins être bon sur soit des sciences humaines, soit la science pure, on va dire. Et ensuite, il y avait toutes les matières sportives. Donc, on faisait vraiment du sport 10 à 15 heures par semaine là-bas. Et en deuxième année, quand tu passais le premier tronc, déjà, ça faisait un bon épurage à l'époque. Tu avais le choix entre 4 filières. La première, celle que tout le monde connaît le plus, c'est pour être prof de sport, donc préparé au concours du CAPEPS. La deuxième, c'était activité physique adaptée, ça s'appelait APA. Donc là, c'était comment réinsérer les gens à travers le sport qui ont eu soit un accident ou soit qui sont en EHPAD, toutes les personnes âgées, toutes les personnes en situation de handicap, permettre soit à ces personnes-là de réintégrer une vie sociale ou une vie plus sociétale, plus conventionnelle, on va dire, à travers le sport, soit leur permettre juste de bouger et d'avoir une proposition, une offre sportive. La troisième, c'est entraîneur sportif. Donc là, c'est une filière qui était assez bouchée à l'époque parce que pour gagner sa croûte en entraîneur sportif, il faut être dans le milieu pro, quelles que soient les disciplines. Et ensuite, celle que j'ai choisie, qui s'appelle management du sport, et là, qui prépare plutôt
tous les métiers qui sont autour de la gestion du sport, donc travailler dans les fédérations, dans le board d'un club, etc. Et ça touche vraiment beaucoup de choses. C'était un truc pluridisciplinaire appliqué au sport, mais qui finalement m'a permis d'être bon dans l'événementiel très rapidement. Ok, donc tu commences par STAPS, tu choisis cette voie management du sport. Ouais. STAPS était poussé par ta conseillère d'orientation qui a fait le rapport assez facile de dire t'aimes le sport, fais STAPS. Tu sors, du coup tu t'es diplômé de STAPS. Comment? Tu obtiens ton diplôme. Oui. Dans le management du sport. STAPS. Ouais, je fais ma licence. On est obligé de faire des stages un peu bidons, 2 semaines de stage en seconde année. Plus là, tu vois, ça me fait tilt, mais en gros, j'ai travaillé avec Balma Rugby, chercher quelqu'un pour relancer téléphoniquement pour organiser une soirée en fait. C'est eux qui ont globalement organisé la soirée. Moi, j'étais là juste sur les relances. Je suis arrivé un peu tard dans le process, mais en gros, on a fait une petite soirée événement qui était d'inviter les partenaires du club chez Pernod Ricard justement. Donc, tu vois, parallèle et plutôt le truc un peu fou là par rapport à mon métier. Et j'avais été là, j'avais fait un peu de social, etc. Je trouve la soirée était plutôt sympathique. Donc, je dirais que c'est peut-être le premier déclic, mais il n'est pas super puissant, tu vois. D'accord. Je vis une première expérience événementielle, on va dire, tu vois. Donc le déclic, le premier déclic plus puissant, il arrive en deuxième. Le déclic plus puissant, c'est je crois que c'est en seconde année STAPS. Je rentre dans le BDE. c'est quoi le BDE? C'est le bureau des étudiants. C'est finalement l'association étudiante STAPS qui organise les soirées, les animations, les trucs de rencontres, les week-ends d'intégration, etc. Et ça, c'est des bénévoles, c'est juste des étudiants lambda comme moi qui ont envie de passer un peu de temps ensemble, de rigoler aussi parce que c'est quand même assez fun les BDE. Et donc là, je me souviens très bien, le président du BDE à l'époque était un peu saoulé que certains membres n'étaient pas actifs. Finalement, ils étaient là pour être dans le BDE, etc. Et moi, je venais juste d'arriver et il m'a mis un peu la pression parce qu'il dit bon, il va falloir un peu lever la main là pour se positionner sur des projets. Et là, je me positionne sur un projet qui s'appelle le Gala STAPS. Je pense que vous l'avez tous, le format Gala pour les étudiants qui nous écoutent. C'est finalement une soirée de fin d'année où en fait on vend des places, c'est un repas assis et qui bascule ensuite en format vraiment teuf. Et puis après, on voit ce qu'on y met dedans finalement. C'est ça le truc. Et j'avais bossé avec une meuf avec qui je faisais du covoit de chez mes parents que j'aimais beaucoup, qui était très gentille et on a bossé comme ça et ça a été vraiment le premier déclic parce que là pour le coup on avait quand même un peu d'argent, on avait genre 20 000 balles quand même pour une asso pour pouvoir organiser ça et du coup on voulait faire un truc sexy parce que les années précédentes on était que dans des boîtes en fait, tu vois, on mettait des tables dans une boîte, on mangeait et puis on débarrassait les tables et ça partait en boîte de nuit. Et là, vu qu'on avait un peu d'argent et tout, on s'est dit, vas-y, feu, on a commencé à visiter des châteaux et tout, on était ouf. C'était nickel. On a eu un problème de trésorerie à un moment, donc on a dû le faire dans une boîte de nuit quand même. La roue tourne. Mais globalement, ça s'est super bien passé. On a eu des super bons retours de ce gars-là, où on a essayé vraiment d'innover, que ce soit sur la déco, parce qu'avant c'était très... salle des fêtes de village, tu vois, avec la nappe à papier, etc. Nous, on avait acheté du tissu, on avait fait des sculptures en ballon, on avait essayé de faire un truc cool. Traiteur génial, nous, on s'était régalé un peu sur leur gars parce qu'on avait fait que des dégustations. Donc ça, c'est mon premier point de bascule. Ce qui te fait toucher à l'événementiel au sein même de ton parcours STAPS. Exactement. Donc tu recommandes à demi-mot L'associatif. Ouais, moi, surtout en plus dans l'événementiel. Faut savoir, en fait, moi, par exemple, je me souviens en master, quand on nous demandait qui voulait être dans l'événementiel, sur 50 étudiants, on était 25 à lever la main. Et il faut savoir se démarquer. Et je pense, et c'est ce que je recommande, je reçois des CV des fois où je parle avec des gens en festival qui me disent je veux travailler dans l'événementiel. Moi, ce que je leur recommande direct, c'est de faire du bénévolat. Mais même si vous êtes dans une association sportive ou sociale, mettez-vous dedans, mettez-vous juste sur un projet, ça ne vous engage pas à être sur toute l'année bénévole. Mais par exemple, vous pouvez faire le tournoi de foot de votre club. Ce que tu dis aussi, et ce que j'entends, c'est que ça ne suffit pas d'être dans une association,
il faut proactivement aller chercher des projets. C'est un peu ce que te disait aussi ton président. Ouais. Il y a plein de gens qui étaient, par exemple, moi, si je te donne mon exemple, moi j'étais dans un BDE aussi, j'en ai fait 2 de suite. Et pour autant, pas tout le monde dans le BDE, et moi y compris, nous levions la main tout le temps pour être étions proactifs, pour aller chercher des événements, pour mettre au-delà d'une ligne sur un CV, une véritable expérience qui forge et qui fait des convictions ensuite sur ce que tu bosses, quoi. Oui, clairement, tu as raison. J'allais te dire si l'associatif c'est ultra important, mais en fait si c'est pour faire pour faire, ça sert à rien. L'objectif effectivement c'est pas faire que de l'associatif pour faire l'associatif. Sinon c'est inutile. En fait, faites-le pour vous, faites-le pour apprendre, faites-le pour gagner confiance en vous sur ce projet professionnel que voilà vous avez envie de toucher, ou juste tester pour confirmer ou non que c'est bon le bon projet. Je sais pas Ouais, ce que t'en penses, Rémi. Moi, j'en pense qu'effectivement, on a beaucoup tendance à, quand on démarre un peu sa jeune carrière, à vouloir ajouter des lignes sur un CV. Ouais, clairement. Donc, on va vouloir, en fait, on a la phobie de la page blanche quand tu arrives devant un CV. Quand tu as 16 ou 18 ans, tu sais pas quoi y mettre. À part tes hobbies, à part les langues que tu parles, et encore, tu en parles une et demie, 2. Et donc, tu vas vouloir accumuler, en fait, Non, il y a un moment donné, en fait, tu réalises que, au-delà des lignes, il faut vraiment avoir l'expérience vécue. C'est ça qui va transpirer pendant l'entretien, que le recruteur, que le manager en face de toi va sentir. Moi, j'ai recruté aussi dans mon taf en tant que sales manager des gens. J'ai interviewé plus de 40-50 personnes chez Malte. Des gens qui avaient entre 20 et 35 ans, voire plus. Et en fait, moi, je voulais sentir un peu l'expérience, les valeurs, la pensée. Elle se forge effectivement par le travail réel réalisé et pas seulement par la ligne, quoi. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, Rémi, là-dessus. Alors, moi, on recrute avec ma collègue des alternants et des alternantes pour notre pôle. Et c'est un vrai exercice. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment de recruter un salarié à chaque fois. Et c'est vrai que des fois, on le voit direct, en fait, quand ça pipote un peu. Et l'objectif, en fait, en vrai, je le dis aux auditeurs, hein, c'est OK, c'est bien d'avoir une ligne supplémentaire. OK, c'est très chouette. Mais aujourd'hui, honnêtement, moi, je prends pas que sur les compétences. Je prends sur l'humain, en fait. On le sent direct quand quelqu'un est ultra motivé. Moi, tu vois, je préfère quelqu'un qui est moins compétent mais qui a la niaque que de prendre quelqu'un en alternance qui est compétent et qui même un peu facile, mais en fait qui se repose sur ses lauriers et qui au bout d'un moment en fait ne nous fait pas avancer. Donc oui, tu as raison là-dessus. Si on revient du coup au moment pivot dans ta vie, il y a peut-être un deuxième que tu citais un peu plus tôt, c'est le départ en voyage. Ouais. Après ta première expérience, est-ce que je me trompe à dire que c'est aussi un moment qui était un moment fort pour toi? Oui, ça a été un moment fort parce que j'étais limite en burn-out sur ma première agence parce que Pour les contraintes que tu évoquais un peu plus tôt. pour les contraintes, un manque de reconnaissance qui était cruel quand même dans cette boîte de par le board, le management de l'entreprise qui était... alors je vais pas avoir des mots durs, tu vois, j'ai pas envie, donc je vais dire qui n'était pas aligné avec mes valeurs, mes aspirations. Donc j'ai eu besoin de partir à ce moment-là. En plus, bon, on l'a tous vécu un peu, je pensais, Covid, quête de sens. On s'est tous retrouvés confinés chez soi, à réfléchir un petit peu à c'est quoi un peu le sens de notre vie à chacun. Et là, voilà, je m'y retrouvais pas. Et puis, suite à un entretien individuel où, comment dire, toutes les promesses qui avaient été tenues n'ont pas été tenues. Et même... les arguments étaient vraiment injustes sur le fait que j'obtiendrais pas ma promotion. J'ai décidé de demander une rupture co et de partir en voyage. Et honnêtement, je te dis, quand je suis parti en voyage, je pensais pas du tout revenir dans l'événementiel en tant que chef de projet. Mon objectif, parce que justement, pour l'une des contraintes qui est celle de l'argent, parce que j'en avais assez en fait de voir que mes équipes qui étaient sur le terrain, qui travaillaient en tout cas sur mes événements 4 fois moins que moi, toucher 4 fois plus que moi. Je comprenais pas. C'est moi qui crée les événements, qui ai toute la responsabilité des événements. Et donc là, l'objectif, c'était moi, à la base, de devenir régisseur sur le terrain, la fameuse nounou des équipes, et de gagner ma croûte comme ça. Parce qu'un régisseur, juste pour Préciser la chose, en gros, ce que tu m'as déjà expliqué, c'est qu'un régisseur, tu le payes à la journée. Enfin, c'est forfaitisé, mais il y a des journées qui sont prestées. Et sur ces journées, il peut toucher plus de 400 euros. Et donc, en fait, il va très vite, effectivement, dégager un salaire post-charge, évidemment, qui va être intéressant et qui va être plus intéressant que celui du CDI en agence, quoi. Clairement, il y a vraiment un décalage
décalage flagrant. Et oui, ça peut être de 400 à plus de 500 euros par jour. Ok, Après, honnêtement, c'est pas volé parce que ça bosse fort. ok. Donc, il y a eu ce départ en voyage. T'es revenu dans l'événementiel. Est-ce qu'il y a un autre moment, est-ce que ce voyage-là aussi t'a fait réaliser des choses? Peut-être c'est un peu le moment peut-être de passer aussi à la troisième partie. Ouais, vas-y. Est-ce que c'est le moment de pivoter vers aujourd'hui la vision que t'as de toi, ce que tu veux faire, ce que tu veux être, comment est-ce que tu te projettes aujourd'hui? Ouais, bah écoute, le voyage, à l'issue du voyage, j'ai fait un peu de régisseur. Je me suis mis à mon compte. Mais clairement, la route, ça me barbe et j'étais tout le temps t'es tout le temps sur la route et c'est pas un truc qui me faisait kiffer. C'est pas un truc que je l'avais pas imaginé comme ça, mon truc. Et au bout d'un mois de retour de voyage, donc juillet 2022, bah, j'ai ce poste en fait, Jérôme de l'agence VMT qui poste une offre d'emploi. Ils sont à la recherche d'un chargé de projet. Moi, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, je viens d'arriver et je lui ai écrit direct. Et c'est un ancien de mon ancienne boîte, en fait, donc on se connaît quand même un petit peu. Et en fait, bah oui, forcément, ça match direct. J'avais pas trop de doute là-dessus, mon boss non plus. Et je prends ce poste, tu vois, parce que bah, tu rentres de voyage, t'as peur de pas avoir de travail pendant X mois. Donc là, j'ai une belle opportunité. Je touchais plus que dans mon ancienne boîte, même si c'était pas suffisant encore pour moi. Donc, tu vois, j'y vais. J'y vais. Après, honnêtement, je vais dire vraiment l'été dernier, la tournée Havana Club a été très 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 difficile à gérer parce que le client en fait a pas du tout écouté nos recommandations, a voulu faire un dispositif beaucoup trop lourd. On était parti avec 2 camions, 2 équipes, ouais. C'était n'importe quoi. Donc ça m'a pris énormément de temps. J'avais plus de vie en fait. J'avais plus de vie. C'était matin, midi, soir, week-end. Et là en fait je me suis rendu compte que le voyage, je me suis découvert forcément en tant qu'être humain, mais c'est surtout j'ai découvert une valeur que je soupçonnais pas, c'était ce besoin de liberté. Et le besoin de liberté, chacun a sa propre définition du besoin de liberté, mais là, tu vois, de devoir rendre des contrats à un boss, à un client, de devoir être à 9h au boulot, repartir à 18h, c'est vrai que je l'ai encore un peu dur. C'est pour ça qu'on se retrouve au Guatemala aujourd'hui. J'avais besoin d'une bouffée de liberté, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, aujourd'hui, je pense que c'est plus un métier qui a du sens, même si je suis un petit fêtard aussi de temps en temps. Même le fait de faire des événements autour de l'alcool et de promouvoir l'alcool aux 18-25 ans en sachant que bah voilà, c'est pas non plus ouf l'alcool, tu vois. Ça me pose problème. Et je l'ai déjà partagé à mon boss. Et puis après, toutes les contraintes qu'il y a, moi, je serais prêt à continuer à bosser aussi dur. Mais par contre, si je touchais le double, tu vois. Là, aujourd'hui, je l'ai pas. Et j'ai pas envie d'attendre 5 ans supplémentaires. J'ai 30 ans, j'ai besoin d'être heureux en fait dans mon taf. Je dis pas que je le suis pas. Je dis qu'aujourd'hui, les contraintes prennent trop de place par rapport à tout ce que j'aime à côté dans mon taf. Ce qui m'aide aussi à continuer dans ce taf, c'est que bon, mon boss, il apprend aussi. Hein. C'est un nouveau directeur. Avant, il était chef de projet. Donc, il fait des erreurs aussi dans le management, etc. Mais moi, je sais très bien. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de volonté de faire mal ou en tout cas de volontairement de décevoir les gens. Donc ça me plaît quand même. C'est plutôt sain. Et j'aime cet état d'esprit. Et puis après, voilà, on travaille en équipe. Je m'entends pas forcément de la même manière avec tout le monde, mais l'ambiance est plutôt chouette. On rigole. Quand c'est dur, on se soutient. Donc ça me permet de rester encore aujourd'hui. J'ai été augmenté là, donc voilà, 2200. C'est pas trop mal quand même pour une agence. J'habite à Toulouse, donc j'ai pas des charges comme à Paris. On vit à 2, donc ça me permet depuis quelques mois là, depuis 2 ans, de vraiment pouvoir économiser, mettre de côté. Je me sens pas frustré dans ma vie là aujourd'hui, même si j'aimerais toucher plus. Là, j'ai une opportunité à la fin de l'année normalement d'augmentation. Mais moi, j'aimerais avoir quelque chose qui me remplit plus de l'intérieur. Je sais que voilà, c'est là où je vous dis, c'est plus un rêve que vraiment un projet pro, parce que je me cherche encore, hein, même si je baroude et que j'apprends à me connaître de jour en jour. Je sais pas tout ce qui m'anime non plus. Moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est de nouer des liens et d'être dans le relationnel. Et c'est ce que j'ai envie de chercher aussi dans mon taf. Et c'est vrai que dans l'événementiel, à part le relationnel avec mes collègues, j'ai pas de relationnel de rencontre, etc. Donc voilà, ça, c'est des questions que je me pose.
D'autres trucs, secteurs qui pourraient m'intéresser aussi, c'est tout ce qui est lié au développement durable. Notamment sur mon premier voyage en Asie, j'étais vraiment choqué de tout ce qui était développement durable, notamment autour du plastique, etc. Et je sais que je peux devenir chef de projet dans tu vois, des projets de développement durable. Donc ça, c'est une idée aussi. J'aimerais pouvoir me créer une communauté sur les réseaux sociaux et de pouvoir partager un petit peu mes expériences de voyage. Bon, aujourd'hui, clairement, je vous le dis, je ne sais pas par quel angle le prendre, donc je partage les aventures de Jojo sur moi et mon baluchon, si vous voulez me follow. Mais voilà, donc ça, c'est des projets, mais mon rêve, en gros, là, ça serait pas de suite, hein, mais à 50, 55 ans, voilà, sur la fin de ma carrière professionnelle, pouvoir acheter un camping. Voilà, le camping pour moi, c'est des souvenirs de vacances, c'est le souvenir avec mes parents à Collioure, à Banyuls, dans le sud de la France. J'ai que des bons souvenirs de cette partie-là parce que on se faisait des copains en 5 minutes et puis 1 heure après, ils partaient et puis on se refaisait des copains après. C'est ça que j'aime dans le camping, c'est ces relations-là où en fait on est des personnes qui viennent juste se détendre. Il n'y a pas de malaise. Il peut y avoir des fois des accrochages, etc. Mais on est vraiment dans un bon esprit. C'est un peu notre mot en plus aujourd'hui avec Rémi sur le voyage. C'est bon esprit. Et donc ça me plairait. Et puis vu que j'ai fait animateur, voilà, j'aimerais animer des soirées dans mon camping. Il y aurait toute la partie gestion d'un camping. Tout ce qui est charge, marge, calcul de taux de rentabilité, de seuil de rentabilité, ça me plaît aussi beaucoup dans mon taf. Donc ça serait mon rêve. Mais voilà, on va voir ce que nous dit la suite. Je pense que ce rêve-là, il est quand même très en phase avec ce que t'es. On se connaît pas depuis très très longtemps, mais en voyage, forcément, tout est plus intense. Et je ressens cette volonté de donner, de faire plaisir, de mettre dans les bonnes conditions, d'aller vendre un peu, pas vendre parce que le mot est pas bon, mais d'aller donner du bonheur, ouais. Ça, c'est un truc que tu peux retrouver avec un camping, donc c'est hyper intéressant. Et un truc que je retiens aussi dans ce que tu as dit, c'est, je me permets, c'est je fais. En fait, tu as beau avoir une vision sur le long terme, je t'ai demandé 2 ans, tu me parles de 55 ans, j'ai pas l'impression que 55 moins 30, ça fait 2 ans, hein? Non. mais tu me parles de faire. Tu me parles de faire un petit, de commencer tous les jours. Tu me parles aussi un peu plus tôt de... Toi, tu suis beaucoup développement personnel et quand tu regardes en fait des nouveaux podcasts, des nouvelles vidéos, tu commences toujours par la dernière et la première pour voir l'évolution des gens. Ouais. En fait, il faut toujours commencer par faire et progresser en faisant. Et ça, c'est un truc hyper important aussi que je retiens de ce que tu as dit. Ouais, clairement Rémi, je pense que t'es dans cette démarche et tu me le partageais là. Tu me disais que l'objectif, alors je sais plus, c'était de l'année 2023 ou celle-là, toi, c'était juste faire. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, on peut très intellectualiser, raisonner. Mais en fait, en développement personnel, il y a un truc que j'aime beaucoup en tout cas, qui a été dit par un des coachs que j'aime beaucoup et je vous invite à aller le regarder sur YouTube. Il fait beaucoup de contenu gratuit. Il s'appelle David Laroche. Moi, il m'a fait beaucoup de bien, ce mec. Et c'est la technique des petits pas. En fait, l'objectif, c'est pas d'avancer et de faire des pas de géant. L'objectif, c'est de toujours faire 1% de plus que la veille. Et 1% de plus, on est tous capables de le faire. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer, de vous découvrir. Et puis, au pire, même si c'est un échec, au moins vous aurez fait, plutôt que de projeter d'avoir fait, parce qu'on regrette toujours de procrastiner. J'en suis un bon de procrastinateur aussi. Mais voilà, cherchez des trucs qui vous stimulent, qui vous excitent. J'aime bien dire un truc sexy, tu vois. C'est des mots qui sont avenants, je trouve, dans le professionnel. Et essayez là. Vous voyez, moi, je suis en Guatemala. Là, moi, j'écris tous les jours. Ça fait 2 ans que je suis rentré d'Asie. Je voulais développer mon compte Instagram, etc. J'avoue, j'ai un peu abandonné. J'ai pas fait pour le coup. Et là, voilà, j'écris un carnet de bord. Et l'objectif, là, en mode de mon année, et je m'y engage là sur le podcast Castor, c'est de commencer à écrire un blog, un site internet, je sais pas comment on pourra l'appeler, et pour vous partager mon voyage parce que j'adore écrire et développer cette compétence-là. Et puis après, on verra ce que ça donne professionnellement. Et si ça donne rien professionnellement, ben c'est pas grave. Non, mais c'est excellent. Je pense qu'on peut prendre ça comme mot de fin. La théorie des petits pas, le fait de se lancer, ce blog que tu veux réaliser. Merci d'avoir été avec moi. Merci frérot. Complètement nuit sur cette plage au Guatemala, à El Paredón. Il y a eu une espèce de coupure de courant derrière toi au moment où on parlait. Ok.
Ah ouais, j'étais dans mon truc. J'ai Non. rien vu. Merci en tout cas. Et Merci, à Rémi. l'équipe sur le podcast. Ouais, merci Rémi et allez écouter le podcast Castor, c'est cool. Merci l'équipe.